Ah, il est quand même encore le plan. Ça dure 2 heures parce que moi ça fait. Moi je sais plus là. Mais elle est. Tommy, une chanson. Non, non, il fait pour l'instant encore, il faut pas. Bouge pas. Pourquoi tu voilà. Bonjour à tous. Donc, vous allez assister à un spectacle qui présente de manière plus ou moins humoristique les grandes découvertes de la physique. Vous savez, la physique, la science sans laquelle vous ne connaisseriez pas grand-chose. Là, par exemple, avec la science, vous connaissez les parcs-mètres automatiques, par exemple. Je sais pas, moi, la télé-réalité. Par exemple. Non. Alors, le premier qui a utilisé la manière de penser des scientifiques, c'est Aristote. Aristote, qui utilisait la méthode on observe, puis seulement après on théorise. Et je sais que ça peut paraître stupide, mais avant on pensait le contraire. Bref, beaucoup d'autres savants lui ont succédé et ont découvert plein de choses. Mais on va commencer par Archimède. Archimède est né au 3e siècle avant Jésus-Christ à Syracuse. C'est là qu'il passera la plus grande partie de sa vie. À l'époque, c'était l'ami d'Héron II, le roi de Syracuse. L'histoire commence alors qu'un jour, un joaillier offre une couronne à Héron II. Votre Majesté, voici votre couronne. Elle a été faite avec tout l'or que vous m'avez fourni. Dégage. Je te félicite pour ton travail. Tu seras récompensé comme tu le mérites. Maintenant, va. Je me demande s'il a bien utilisé tout l'or que je lui ai donné pour confectionner cette couronne. Il doit bien y avoir un moyen de le savoir. Archimède! Que l'on fasse venir Archimède! Vous préférez, mon bon roi? Oui, je doute de l'authenticité de cette couronne, mon bon Archimède. C'est pourquoi je veux que tu vérifies si elle a été réalisée avec l'entière quantité d'or que j'ai fournie au joaillier, et non avec un autre métal indigne de moi. Mais il n'existe aucun moyen en possession qui permettrait de m'aider. Peu m'importe, j'ai foi en ton génie. Trouve le moyen, et surtout, n'abîme pas ma belle couronne. Qu'il en soit ainsi. Voilà encore un sacré défi qu'on m'a lancé. Comment je vais faire pour le résoudre? En attendant, je vais aller prendre un bon bain. Pour des questions de budget, nous ne diffuserons pas la scène du bain. C'est pour les intéresser. Après quelques jours d'attente, Qu'y a-t-il, Archimède? J'ai trouvé le moyen de savoir si votre couronne a été entièrement réalisée en or. Ah, enfin! La dernière fois, alors que j'étais au bain, j'ai découvert quelque chose de fort intéressant. Je vais vous expliquer. Vous prenez une bassine, remplie d'eau, un morceau de bois, un volume donné, une barre en fer de même volume. Le caractère flottant qui diffère selon les deux éléments
il peut être régi que par la masse et par le volume. Étant donné qu'on a le même volume, c'est donc la masse qui influe ici. Maintenant, vous prenez la même machine. Simplement, vous prenez un morceau de bois avec une masse M, maintenant un morceau de fer avec la même masse. C'est donc maintenant le volume qui influe. On prend le bois. Lorsqu'on augmente le volume de bois, on augmente donc aussi le volume. La masse, pardon. Et la masse augmente proportionnellement au volume selon ce schéma. Rho augmente, et la constante de proportionnalité reste constante, on indique, pour un matériau donné. Simplement, elle diffère pour tous les autres matériaux. Mais je ne vois toujours pas le rapport avec ma couronne, Archimède. J'y viens. Maintenant, prenez une balance romaine. Deux bacs d'eau, remplis d'eau. D'un côté, vous mettez une couronne, tout en or. De l'autre côté, des pièces d'or dont la masse est la même que celle de la couronne. On a donc deux mêmes matériaux, donc un rho égal. On a aussi la même masse. Comme on a même masse et même rho, on a même volume. Dernièrement, j'ai découvert une poussée qui exerçait l'eau sur les objets. Et cette poussée est directement liée au volume. Comme on a même volume, on a même poussée des deux côtés. Donc l'équilibre de la balance est gardé. Maintenant, si on prend une couronne pas totalement réalisée en or, on aura donc un rho différent, comme ces deux matériaux différents. Mais on aura tout le temps la même masse. Comme on a un rho différent et la même masse, on a donc obligatoirement un volume différent. Qui dit volume différent, dit poussée différente. Donc, l'équilibre de la balance est rompu. Maintenant, il ne reste plus qu'à vérifier. Très bien. Il nous faut donc une balance. Faites venir une balance. Votre Majesté, que Sa Majesté m'excuse, mais nous n'avons pas ce genre de matériel. Bon, toi, tu vas faire la balance. Oui, débrouille-toi pour faire la balance. Exécution. C'est un homme. Puis-je? La couronne du roi, la même masse en or. Mais il y a un problème. Il faut que ça tombe dans l'eau. Mais c'est fait. Ah oui, excusez-moi, je l'ai pas. L'équilibre est rompu. La couronne n'est pas réalisée entièrement en or. Archimède, tu es un génie. Garde, emparez-vous de lui. Vous serez décapité. La retraite. Archimède, c'était donc un des plus grands mathématiciens et physiciens de l'époque. Mais c'est surtout le premier ingénieur scientifique car c'est lui qui a utilisé ses théories pour construire des objets et pas juste pour l'observation. Il a réussi avec ces objets d'ailleurs à défendre la ville de Syracuse pendant 3 ans contre l'armée romaine qui était à l'époque la plus puissante du monde. Bon, malheureusement, elle a été prise, la ville de Syracuse, au bout de 3 ans, et Archimède a été tué par un soldat romain. Mais c'est quand même Archimède qui a découvert le principe qui porte son nom, qui dit « Tout corps plongé dans l'eau ». Au sort mouillé? Non, pas ça. Tout corps plongé dans l'eau. Qui, au bout de 15 minutes, ne réapparaît pas, peut être considéré comme perdu. Non, c'est tout corps. Lorsque tout corps plonge dans un bain, le téléphone sonne. Non. Je vais vous la faire. Tout corps plongé dans un fluide subit de la part de ce fluide une poussée verticale orientée vers le haut, dont la valeur est égale au poids du volume de fluide déplacé. Bon, maintenant nous allons passer à Galilée. Galilée est né à Pise en 1564. Il fut d'abord élevé par un prêtre, mais n'étant pas vraiment intéressé par les faveurs divines, il se tourna vers les maths et surtout vers la mécanique. Il établit le principe d'inertie et décrit la chute des corps. En 1609,
Galilée inventa la lunette astronomique. À cette époque, il était un grand ami du pape Urbain VIII, et celui-ci lui demanda un service. Ah, mon bon Galilée. Ah, votre sainteté, mon cher ami. Cela fait plaisir de vous voir. Moi aussi. Au fait, comment va votre femme? Parce qu'il y a une femme. Et toi, mon bon Galilée, toujours la tête dans les étoiles? Absolument, votre sainteté. Grâce à une lunette astronomique que j'ai confectionnée, j'observe le ciel longuement. Et récemment, j'ai observé Vénus. Et à mon avis, c'est encore un argument en faveur de la thèse héliocentrique. Bien. À propos, toi qui en parles, après tout, tu es un bon ingénieur, tu as construit la lunette astronomique, et qui plus est, tu es un scientifique de talent. Je me demandais si le moment n'était pas venu pour que tu écrives un livre rassemblant les deux visions du monde, la vision géocentrique et la vision héliocentrique, et avec les arguments pour chaque théorie. C'est un honneur que j'accepte, votre sainteté. Mais attention, en ces temps troublés, l'Inquisition ne supporte pas les provocations, donc reste bien neutre. Ne te concentre pas trop sur la théorie héliocentrique. Ne vous inquiétez pas, votre sainteté. Je suis sûr que vous serez fier de ce livre. Je l'espère. Mais Galilée ne respecta pas les consignes du pape. En effet, son livre est ouvertement copernicien et tourne au ridicule la thèse géocentrique, considérée comme une unique référence. Et aujourd'hui, nous jugeons Galileo Galilei Linceo pour ses écrits hérétiques. Nous ferons l'honneur de leur présence, le bourreau. Ouais. Et Saint Pater Senili de la Sainte Église toscane. Merci, merci. Puisse le Seigneur être témoin de la justice aveugle et totalement impartiale que nous allons rendre dans cette tribune. Dans votre livre, Dialogo sopra idu mundo del mundo copernicane I Tolemicano, olé! Vous affirmez Vous affirmez ouvertement que le système solaire est de type héliocentrique. Saint Aristote lui-même disait l'inverse, et nul dans notre histoire n'osa remettre en cause cette théorie, même lorsque Magellan nous fit croire qu'il fit le tour de la Terre, alors que nous savons bien qu'il serait tombé dans le vide cosmique du bout du monde. Bref, quels sont vos arguments pour nous montrer que le système solaire est, comme vous dites, égocentrique? Héliocentrique. Ne jouez pas sur les mots, c'est tout, faut pas penser quoi. Grâce à une lunette astronomique, je me suis par exemple observé la planète Jupiter et j'ai remarqué qu'elle possédait 4 satellites. Des satellites qui sont comme la Lune pour la Terre et qui tournent autour. On peut donc en conclure que les petits astres tournent autour des gros. Et comme le Soleil est beaucoup plus imposant que la Terre, voilà un argument assez favorable à la thèse copernicienne. Vos instruments impies ne vous révèlent pas la vérité. La vérité. Cette tribune dont est témoin de mon père. Vol de paix. Ah non, mais... Écoutez-moi, tribune. Dans le psaume 93 de la Bible, il est dit à Dieu, tu as créé la terre ferme et immobile. Cela est la preuve que la terre, place bénie pour accueillir les hommes, est destinée par nature à être le centre de l'univers. Mais si l'on observe Vénus, qui possède des phases qui sont assez semblables à celles de la Lune, on ne peut pas les expliquer avec ce système géocentrique. Absurdité! Rappelez-vous les Saintes Écritures, lorsque Josué ordonne au Soleil d'arrêter sa course. N'est-ce pas là la preuve que le Soleil est en mouvement? Et même pour la planète que vous appelez Vénus. Ce n'est pas
Et de toute façon, cela n'explique pas, votre système héliocentrique n'explique pas l'orbite de Mars. Il suffit. Aucune excuse ne vous déliera de la Bible cette fois. Mais enfin, tous mes arguments sont scientifiques. J'ai pu les prouver expérimentalement. Vous ne vous basez que sur les Écritures. Vous n'avez rien, nom de Dieu. Il est évident que nous avons réfuté tous les arguments du dit Galilée par les preuves dont la crédibilité ne fait absolument aucun doute. Galiléo Galilei, si vous n'abjurez pas, nous vous laisserons entre les mains du bourreau. Ouais. Nous vous torturerons. Ouais. Vous serez décapité. Ouais. Pour finir, vous serez pendu. Alors, Galiléo Galilei, abjurez-vous. Qu'il en soit ainsi. Levez-vous. Pour avoir cru et tenu une théorie contraire aux Saintes Écritures, vous êtes condamné à la réclusion à vie. Emmenez-le. Pourtant, elle tourne. Finalement, le pape transforma cette sentence en résidence surveillée à vie, ce qui ne l'empêcha pas de continuer ses travaux jusqu'à sa mort en 1642. Lorsque la théorie de l'héliocentrisme est enfin acceptée, Galilée sera réhabilité par l'Église et considéré comme un scientifique de grand talent. À présent, nous allons parler de Newton. Isaac Newton est né à Brewster, en Angleterre. Étudiant à l'université de Cambridge, il était déjà intéressé par la géométrie de Descartes et l'optique de Kepler, ce qui l'aida beaucoup dans ses futurs travaux. Élève très brillant, il acquérit une telle célébrité qu'en 1671, il fut nommé membre de la Société royale que le roi Charles XII avait fondée à Londres en 1660. Dès 1666, il réfléchit beaucoup sur l'attraction universelle qui avait déjà été étudiée par de nombreux savants, mais aucun n'avait réussi à démontrer vraiment ce que représentait cette force et comment pouvait-elle permettre à la Lune de tourner autour de la Terre. Un jour, Newton fit un repas gastronomique fort copieux, comme vous pouvez le voir. Assoupi par la bonne chair, il décida de faire une petite promenade et de s'allonger. Mais oui, c'est ça! Et ce fut l'inspiration divine. Ça, c'est la loi de l'attraction universelle. Elle s'applique à tous les corps, que ce soit sur Terre, dans l'espace, n'importe où. Chaque corps exerce une force d'attraction sur n'importe quel autre corps. Cette force est égale à une constante, G, fois les masses des deux objets, divisées par la distance qui les sépare au carré. C'est à cause de cette force que je me suis pris cette foutue pomme sur la gueule. Mais en regardant la Lune dans le ciel, je me suis dit, pourquoi la Lune ne me tombe-t-elle pas sur la gueule elle aussi? Mais si elle tombe, je vais vous le montrer. Ça, c'est la Terre. Ça, c'est la Lune. Si la Lune ne tournait pas autour de la Terre, elle s'éloignerait, car la Lune possède en réalité une vitesse. Mais si l'on considère la force d'attraction de la Terre sur la Lune, j'ai calculé que la Lune décrivait bien un mouvement circulaire autour de la Terre. La Lune tombe donc sur la Terre, mais ne s'écrasera jamais, heureusement. Pendant 3 siècles, les mathématiciens et les physiciens se sont accordés à dire que cette formule était irréfutable et absolue. Irréfutable?
Et absolue. C'est quoi ces conneries? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque là? Attendez. Non, il y a une entourloupe, hein. Il a pas trouvé ça tout seul, hein. Non, mais qui explique? Le narrateur, mais dis-leur, c'est pas lui qui a trouvé ça tout seul. Mais dis-leur. Aristote, mais explique-leur. Nous, C'est moi, Aristote, qui ai trouvé les moyens d'expliquer cette théorie. C'est moi qui ai trouvé la Exactement. Et moi, Galilée, j'ai pu déterminer que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Comment définir une formule pareille sur l'attraction universelle si ce n'est pas exact? Hein? La vie de Newton ne se résuma pas simplement à la découverte de la théorie. En tant que grand mathématicien, il invente le calcul infinitésimal et contribue même à... En effet, la contrefaçon de pièces de monnaie était importante à l'époque, et Newton réussit à trouver un moyen d'y remédier. À partir de 1698, il parvint à unifier de nombreux fraudeurs rien qu'en interrogeant les suspects, et sa méthode fut gardée secrète. Et sa fameuse formule lui permet même de calculer la déviation de la lumière à proximité du Soleil. Cependant, il fut démontré un peu plus tard que la valeur trouvée par Newton n'était pas juste. Pas juste? Bien sûr qu'il y avait une erreur dans son truc, c'est bien ce qu'on disait. Ah, Newton. Mais comment est-ce possible? Ce principe est irréfutable. Il a servi à établir de nombreuses lois en matière d'astronomie. Regardez, de nombreux résultats ont été trouvés grâce à cette loi, notamment la déviation de la lumière par le Soleil. Car effectivement, la lumière, comme n'importe quel autre corps, subit la force de gravitation. La lumière est donc déviée par la force de gravitation du Soleil, par un angle. Cet angle, je l'ai calculé, et il est égal à 0,88 arcs secondes. Ce résultat ne peut pas être faux. Comme vous le dites, ce principe est irréfutable, il a été admis par tous les physiciens. Non. En effet, cette valeur se révéla fausse. 3 siècles plus tard, lorsqu'un grand savant le réfuta. Et il fut prouvé par les astronomes que la nouvelle valeur de 1,75 secondes d'arc était juste. Mais qui a contredit ma formule? Moi. Qui es-tu? Mesdames, messieurs, mon nom est Einstein. Albert Einstein. Né en 1879 à Ulm, fils de Hermann et Pauline Einstein. Oh, je crois que j'ai oublié quelque chose. Désolé. Moustache. C'est mieux comme ça, non? Ouais. Oui. Bon, je suis célèbre. Je suis célèbre pour ceci. Bon, tout le monde connaît cette formule, mais est-ce que vous comprenez ce qu'elle signifie? Professeur Einstein, s'il vous plaît. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je suis journaliste, je connais l'alphabet. C'est pas pour ça que je suis célèbre. Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas savoir tout ce que j'ai fait pour en arriver là. Non, vous ne pouvez pas savoir. 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 Pour vous expliquer, E, c'est l'énergie contenue dans une matière. M est la masse de cette matière. C est la vitesse de la lumière qu'on élève au carré. Je vais prendre un exemple concret. Prenons 1 gramme de matière. Bon, en appliquant les calculs, j'obtiens ceci. Bon, je sais que la plupart d'entre vous sont en fac de sciences, donc vous savez ce que signifient les exposants, mais toutefois, j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui étaient un petit peu moins... Je vais l'écrire de toute façon.
Comme pour faire que 0. Et voilà. Je sais que tous ces zéros, tout ça, bon, ça ne vous dit rien, mais ce que cela signifie surtout, c'est qu'avec un gramme de matière, je suis capable de désintégrer Paris. Paris brûle-t-il? Je le crois. Professeur Einstein, Ya? bonjour, je suis Mac Lesguy de l'émission E. Votre formule, vous l'avez découvert instinctivement? Nein, j'ai trouvé instinctivement. Mais je suis ici pour autre chose. Pas uniquement pour ça. C'est concernant ce problème, la déviation de la lumière par une masse. Grâce à ma théorie de la relativité générale, on trouve en réalité ceci. Ce qui fut confirmé par des mesures expérimentales. Donc, je suis le meilleur. Mais aussi, il y a une autre différence avec la théorie classique de Newton, c'est une vision. Prenez cette table. Voilà à quoi ressemble l'espace-temps de Newton. Plat, rigide, indéformable. Prenons le mien. Narrateur, venez m'aider. J'ai besoin d'un spectateur dans la salle. Qui sera volontaire pour... Je demande bleu, là. Non, je crois qu'il y a... Oui, vous, la blonde. Allez, Fanny. Allez, Fanny. Papier. Prenez cette pomme, ici. Posez-la délicatement sur la nappe. Voilà à quoi ressemble mon espace-temps, déformé par une masse. Vous pouvez vous en aller. Cela explique notamment la déviation de la lumière. Voilà, sinon il n'y a rien d'autre à dire. Sinon, je suis le meilleur. Hop. Comment est-ce possible ça? C'est pas vrai ça? Non, mais La attends, relativité, là. c'est la probabilité, peut-être? Hein? On n'a pas découvert Voilà, ça sans je suis le plus grand. D'accord, et nous on est quoi alors? Je suis le plus grand. Ah, c'est moi le plus grand physicien. Le physicien allemand a fait beaucoup de découvertes, comme celle de l'explication de l'effet photoélectrique, qui lui a dû le prix Nobel de physique en 1921. Il publie en 1905 la théorie de la relativité restreinte et en 1915 de la relativité générale. Il a aussi beaucoup contribué au développement de la mécanique quantique et meurt en 1955 aux États-Unis. En finissant sur Einstein, c'est aussi une page du livre des sciences qui se tourne, car personne n'a encore jamais réfuté les dires du savant allemand, contrairement à ses prédécesseurs qui se seront, malgré les apparences, entraînés pour contribuer aux avancées scientifiques. Mais gardez toujours à l'esprit qu'en science, seule l'expérience compte. Vous vous rappelez de cette... Attendez. Vous vous rappelez de cette histoire avec la pomme de Newton? Eh bien ce matin, j'ai mangé une pomme. Je tenais à dire que cette pomme, j'ai trouvé très acide. Oh, attendez, là, on va dégager. Ça va rien. Non, arrêtez, les pommes. Non mais tu vas pas... Les pommes, Ça ne va rien pour ton spectacle, tu vas pas nous faire chier. Arrête tes conneries. Arrête. Manger tes golden.